Amis internautes, bonjour. De Fatou Martar Ndiaye à Ibrahim Samb, en passant par le jeune Antoine Yassine, la liste des personnes passées de vie à trépas au Sénégal dans des conditions ignobles ces derniers temps est assurément très longue. Forte de ce constat, la rédaction de l'ERAL est allée à la rencontre d'une voix autorisée pour en savoir plus sur ce phénomène qui défraye la chronique. Notre invité est psychiatre, addictologue et expert en profilage criminel. Je veux parler du docteur Aboussi. Avec lui, nous aborderons l'aspect psychopathologique du phénomène criminel. Docteur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour, je vous remercie. Je remercie l'ERAL d'avoir bien voulu m'inviter pour parler de ce phénomène criminel. Alors docteur, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quoi la psychiatrie? Alors, c'est bizarre parce que je pense que là, actuellement, de plus en plus, on me pose la question de savoir c'est quoi la psychiatrie. Il faut savoir que la psychiatrie, c'est une discipline médicale. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait une formation médicale à la base et après avoir fait la durée de leur étude médicale, avec l'obtention du doctorat, on choisit de faire comme spécialité la psychiatrie qui s'intéresse à la maladie mentale. La maladie mentale qui est un concept qui est beaucoup plus vaste que la pathologie psychiatrique, c'est-à-dire elle englobe autant les troubles psychiatriques que l'état de bien-être psychologique et mental de tout un chacun. Parfait. Alors docteur, l'actualité, vous l'avez certainement remarqué, est marquée ces temps-ci par des séries de crimes macabres au Sénégal. Est-ce que le psychiatre que vous êtes pense qu'il y aurait peut-être des pathologies psychiatriques qui pourraient être à la base de ce phénomène? Alors, il faut savoir qu'il y a eu quand même un développement important dans ces aspects qui lient la psychiatrie et le crime. Pendant longtemps, les gens ont pensé que le crime était assimilable à la psychiatrie, à la pathologie psychiatrique. Et après, on s'est rendu compte que maintenant, le mot d'ordre, c'est qu'il n'y a pas de pathologie psychiatrique criminalisante. Il n'y a pas une pathologie psychiatrique qui fasse que, effectivement, toute personne porteuse de cette pathologie va être un criminel. Je pense que ça, c'est d'ancienne théorie qu'on a vécue avant la naissance de la psychiatrie actuelle, qui date de pas longtemps quand même, parce que le premier médicament pour la psychiatrie date des années 50, je pense que 1952. Donc avant, c'était des patients porteurs de pathologie psychiatrique, du fait de la crainte qu'ils inspiraient, étaient soit mis aux frontières des cités avec les lépreux, soit mis dans des prisons avec les bandits et les criminels, soit tout bonnement mis dans des asiles. Et je pense que là, on a dépassé cette ère de la psychiatrie où maintenant, on prend en charge les patients porteurs de pathologie psychiatrique. Donc, vouloir assimiler la psychiatrie à la criminalité, ce serait retourner en arrière, parce que les gens se sont rendus compte qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont des pathologies psychiatriques et pourtant que durant toute leur vie n'en arrivent pas à en faire un acte criminel. Comme tout aussi, il y a des personnes qui n'ont pas de pathologie psychiatrique et pourtant qui sont des déviants ou bien qui sont des délinquants. Ok, donc finalement, il n'est pas possible d'associer le phénomène criminel à une quelconque maladie psychiatrique. Non, ce serait même, comme j'ai dit, ce serait dangereux de dire qu'il y a une pathologie psychiatrique criminalisante. Cela voudrait dire que, effectivement, toutes les personnes porteuses de cette pathologie psychiatrique seraient de facto emprisonnées, ce qui serait une restriction grave des libertés individuelles. Alors, indépendamment du côté, on va dire, maladie psychiatrique, qu'en est-il maintenant de l'utilisation abusive de ce qu'on appelle dans votre jargon de substances psychoactives? Est-ce que l'utilisation de ces derniers ne peut pas être à l'origine aussi de phénomènes criminels aussi? Bon, effectivement, on a remarqué que l'utilisation de substances psychoactives, c'est-à-dire l'utilisation de ce qu'on appelle communément les drogues, peut faciliter le passage à l'acte criminel. C'est-à-dire rien que
rien que le fait de prendre un psychostimulant qui peut stimuler la personne peut faciliter le passage à l'acte criminel. Le fait de prendre une substance qui peut vous mettre dans un état second peut aussi faciliter le passage à l'acte criminel. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait bien se cacher dans la tête de ces personnes qui tuent? Le psychiatre que vous êtes, comment est-ce qu'il analyse le phénomène? Bon, c'est vrai, là ma casquette de psychiatre et de criminologue me permet d'analyser un peu ce qui se passe dans la tête des criminels du point de vue psychopathologique, parce qu'il faut savoir que n'est pas criminel qui veut. Et comme je disais autrefois, on assiste à l'émergence de nouveaux phénomènes criminels. C'est-à-dire, je pense qu'il est important d'individualiser les criminels professionnels, comme j'ai l'habitude de les appeler, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'acte criminel planifié, bien organisé. Et ceux qui, au décours d'un événement particulier, passent à l'acte criminel. Donc il est important de les individualiser. Alors, quelle est la différence entre ces deux distinctions que vous venez de faire? Alors, qu'est-ce qui est, on va dire, le mobile de la personne qui commet un crime avec, on va dire, une circonstance particulière, ou bien une personne qui planifie un crime, donc voilà, de A à Z? Quelle est maintenant la différence entre ces deux profils? Alors, si on prend les différentes théories, par exemple, pour faire un peu l'historique, la première théorie qui a été la théorie de Lombroso, c'est la théorie du criminel né, qui voulait dire qu'en fonction de la morphologie, en fonction du morphotype de la personne, on pouvait déterminer si la personne serait un criminel ou pas. Cette théorie a été battue en brèche. Les gens se sont rendus compte qu'on ne peut pas se baser sûrement sur l'aspect morphologique de la personne pour dire que cette personne, dans le futur, sera criminelle ou pas. Après, les gens ont eu des théories génétiques, dire qu'il y a un gène qui code pour la criminalité. Et les gens se sont rendus compte que aussi cette théorie ne tient pas la route. Actuellement, les deux théories les plus utilisées, c'est la théorie globalement de maturation criminelle, qui est la théorie dont les deux grands penseurs donc, sont Sutherland, entre autres. Et cette théorie veut que la criminalité soit un processus basé sur un processus de maturation. Parce qu'il y a des techniques que la personne doit apprendre pour être un criminel achevé, un délinquant achevé. Cette maturation passe par plusieurs phases. Et dans cette phase, il faut s'intéresser à l'environnement de la personne, il faut s'intéresser au contact avec le phénomène criminel, il faut s'intéresser à l'antériorité, il faut s'intéresser à l'apprentissage, et il faut s'intéresser maintenant aux mobiles et aux pulsions criminelles qui sont là. C'est-à-dire, à partir de tous ces éléments, on a une maturation qui fait que la personne devient criminelle. Mais cette théorie aussi, bien vrai qu'elle soit très utilisée, souffre d'une chose importante, c'est que dans cette théorie, on n'a pas l'approche sociopathologique qui explique la personnalité criminelle. Donc, à partir de ce moment, il faut savoir que même dans ce groupe de personnes qu'on dirait des professionnels criminels, entre guillemets, si je peux me permettre, il y a tout un tas d'explications qui fait que tout un ensemble de facteurs va contribuer au passage à l'acte criminel. Alors, ce premier groupe est différent d'un autre groupe de personnes, ce qu'on a l'habitude de voir maintenant de plus en plus, des gens qui, par le biais d'un événement particulier, passent à l'acte criminel parce qu'ils sont de façon pulsionnelle, ils commettent un crime. C'est une pulsion qui est là, qui les pousse à l'acte criminel. Alors ça devient encore plus compliqué. Alors, est-ce qu'il y a une solution du point de vue psychiatrique? Bon, solution du point de vue psychiatrique, vous savez, la psychiatrie ne peut pas évoluer de façon individuelle. La psychiatrie ne peut évoluer que dans un cadre légal. C'est-à-dire, c'est me demander, est-ce que aujourd'hui on peut
soigner tous les criminels avant qu'ils aient commis un crime. Non, ce n'est pas possible. Parce que le délit ne peut pas être un délit tant qu'il n'est pas encore été fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est plus ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique. C'est-à-dire parce que déjà, il y a la notion de responsabilité qui joue une part importante. Parce qu'effectivement, il faudrait s'assurer que le criminel jouit de toutes ses facultés mentales et qu'il est responsable de l'acte qu'il a commis. À partir de ce moment, si effectivement il jouit de tous ses actes et il jouit de toute sa responsabilité, de toute sa conscience, il n'est pas en état de démence au moment des faits, et qu'il reste entièrement responsable de ses actes, à partir de ce moment, la seule alternative qui s'offre au système, c'est l'emprisonnement. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors, est-ce que, docteur, on peut révéler des signes, on va dire, annonciateurs chez une personne? Par exemple, nos recherches nous ont permis de voir ce qu'on appelle une personnalité antisociale. Est-ce que ces types de personnes, lorsqu'elles décompensent, peuvent verser dans la criminalité? Effectivement, c'est-à-dire quand on a une personnalité antisociale, eh bien une personnalité plus psychopathique qu'antisociale, parce que la personnalité psychopathique, c'est quelqu'un qui a, depuis l'enfance, eu quand même une longue histoire avec des faits qui sortent des faits spéciaux, par exemple de maltraitance, ou bien donc surtout maltraitance des animaux, ou bien qui tue des animaux, ou bien qui est dans des délits mineurs quand ils sont encore adolescents. Et ils sont dans le non-respect, la non-conformité par rapport aux lois. Effectivement, ces personnes qui sont dans le non-respect des lois peuvent, à l'âge adulte, dans une organisation pathologique particulière, passer à l'acte criminel. C'est une forme de continuité alors? Oui, c'est une forme de continuité, effectivement. Là, c'est une question peut-être qui ne touche pas forcément la psychiatrie, mais est-ce que vous pensez que la sanction qui est actuellement, c'est-à-dire l'emprisonnement, elle est efficace? Bon, en fait, en matière de pénologie, ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est l'esprit de la peine. La peine peut avoir deux aspects. Soit un esprit rétributif, donc c'est-à-dire il vise à payer, parce qu'il y a quelque chose qui a été enlevé, qui a été gâté, ou bien qui a été enlevé, il faut payer. Ou bien elle vise à pousser la personne à réfléchir sur son acte. Ça, c'est important de voir quel est l'aspect de la peine qu'on met sur place. Si la peine a un aspect punitif, c'est-à-dire on vise seulement à punir la personne, il n'y a pas un aspect rétributif, on vise seulement à punir la personne. Moi, je pense que c'est un aspect qui ne peut pas régler le problème de la criminalité. Dire seulement, oui, vous avez tué une personne, on vous emprisonne pour tant d'années. Ce n'est pas là la question, parce qu'il ne faut pas oublier qu'emprisonner quelqu'un, il y a des charges pour l'État. C'est-à-dire, quand on met quelqu'un en prison, c'est nous, le contribuable, qui payons pour la prise en charge de cette personne. Ok, et selon vous, le type de sanction qu'on a mis en place actuellement obéit plus à un aspect punitif ou bien à un aspect, on va dire, éducatif? C'est plus un aspect punitif, ça va de soi. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je suis pas dans la garde pénitentiaire, mais est-ce qu'aujourd'hui, la garde pénitentiaire est assez outillée pour pouvoir permettre de canaliser les gens qu'on met en prison? Aujourd'hui, on sait, c'est un secret de polichinelle. Les prisons, c'est pas seulement au Sénégal, c'est partout dans le monde. Les prisons sont bondées et je pense que les magistrats ont beaucoup de retard par rapport au jugement des gens qui sont en prison. Donc, ce qui augmente la population carcérale. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens, est-ce que ça encore obéit, c'est encore cohérent
de prendre des gens et de les amener en prison comme ça, à tout venant. Je pense qu'il faut réfléchir sur le système. D'accord. Et que répondez-vous à ceux qui préconisent la peine de mort comme solution? Moi, personnellement, de mon point de vue, je pense que la peine de mort ne saurait être la solution idéale. Ça, c'est une position personnelle. Parce que cela voudrait dire que si j'ai bien compris, si vous tuez quelqu'un, on vous tue. Mais si vous tuez quelqu'un, on vous tue, est-ce que c'est la solution? Alors, ne serait-ce que pour débarrasser la société de ces personnes qui sont écartées, de ces personnes qui sont capables de tuer, n'est-ce pas logique d'appliquer la peine de mort? Oui, mais la peine de mort, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été appliqué pendant longtemps et que les gens l'ont abrogé, l'ont enlevé parce qu'ils n'ont pas. C'est un système, c'est-à-dire, à partir d'un certain moment, il faut réfléchir sur un système pour voir la pertinence et la productivité du système. Aujourd'hui, vous tuez quelqu'un, qu'est-ce que ça apporte au système? Il faudrait plutôt penser à réhabiliter les gens qui commettent un crime. S'il y a quelqu'un qui a commis un crime, il faut le mettre dans des conditions pour pouvoir le réhabiliter et qu'il puisse payer sa dette à la société. Parce que quelqu'un qui a commis un crime, il a une dette envers la société. Le tuer peut-être va effacer la dette, mais la personne ne va pas payer la dette. Et moi, je pense que c'est un jugement qui dit que c'est un jugement qui est nulliste, qui dit que la personne qui a commis un crime est mauvaise en tout. Une personne ne peut pas être mauvaise en tout. Il faudrait peut-être imaginer un système carcéral qui puisse permettre de réhabiliter des personnes, des criminels qui ont effectivement commis un crime, qui ont commis un meurtre. Comment est-ce qu'on peut les réhabiliter pour qu'ils puissent servir à leur pays? Je pense que c'est ça l'idéal, mais bon, ce ne serait pas de les tuer. Ça, ce serait vraiment une solution jusqu'au boutiste. Alors, est-ce que pour la personne qui a vu ses parents, ou bien son fils, son enfant, tué, est-ce que pour cette personne, la peine de mort n'obéit pas plus aux besoins de justice qu'on va dire, l'emprisonnement? Non, de mon point de vue, et ça encore c'est un point de vue qui n'engage que moi, la personne qui a vu ses parents, ses frères, son frère, sa soeur, un proche parent être tué, il faudrait voir comment dédommager. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de dédommagement total. L'État ne peut pas se porter garant et dire on va dédommager. Mais c'est-à-dire, comment avoir une peine rétributive, c'est-à-dire que pour que la personne qui soit emprisonnée puisse penser à son acte, puisse réfléchir sur l'acte qu'il a commis, mais aussi que la personne qui a été tuée, c'est-à-dire, aujourd'hui, je donne un exemple très simple. Un père de famille est là, on le tue. Ses enfants, qu'est-ce qu'ils ont en retour? Quelle est la prise en charge pour ces enfants? Il y a une perte qui est là pour ces enfants. Si on tue le criminel, est-ce que cela va permettre de prendre en charge aujourd'hui ces enfants? C'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place un système qui puisse permettre d'accompagner peut-être les familles des victimes. Peut-être, je sais pas. Alors, docteur, est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que psychiatre, il est nécessaire que les personnes qui ont tué, avant de les amener en prison, qu'on fasse un diagnostic psychiatrique, avant d'en savoir plus sur l'état d'esprit de ces personnes? C'est-à-dire, pour qu'on ait peut-être une étude beaucoup plus approfondie de l'état d'esprit des criminels, au lieu de les acheminer directement à la prison. Alors, normalement, en principe, on ne devrait pas faire un procès pénal sans pourtant faire une expertise psychiatrique. Ça devait être systématique. Parce que tout simplement, il y a une loi qui dit ni crime ni délit au moment des faits, si au moment des faits, la personne était en état de démence. Ça c'est une loi de base. Donc, amener quelqu'un au pénal sans pourtant qu'il soit passé par une expertise psychiatrique, c'est déjà bafouer ses droits. Donc, normalement, je pense, mais maintenant, nos États peut-être n'ont pas les moyens de le faire. Parce que si effectivement toutes les personnes qui doivent passer au pénal, si on devait bénéficier d'une expertise psychiatrique, je pense que les psychiatres passeront tout le temps à faire des expertises. Je pense. Est-ce que vous êtes souvent sollicité pour des expertises psychiatriques
relativement à des personnes qui doivent faire face à un procès pénal? Oui, vous savez, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait organiser. Parce qu'effectivement, au niveau de l'institution où nous sommes sollicités pour des cas d'expertise psychiatrique. Mais je pense qu'il faudrait gagner à réorganiser cela. Je pense qu'il faudrait se rapprocher des ministères de la Justice pour trouver une solution à cela, pour pouvoir arriver à pouvoir faire ces expertises convenablement. Parce qu'après, il y a beaucoup de problèmes dans l'organisation de ces expertises, mais je pense que ce n'est pas le lieu pour en parler. Alors, docteur, on s'est rendu compte que lorsqu'un crime est commis, en général, les gens s'intéressent à la personne qui a commis le crime. Mais on ne s'intéresse pas à la personne qui a subi la perte. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que du point de vue psychologique, la personne qui a subi une perte mérite une prise en charge? Mais ça, c'est le contre-pied des médias, si je peux dire. C'est-à-dire, on a des médias à sensation. Ce que je disais hier, pas plus tard qu'hier, quand quelqu'un commet un crime, automatiquement, il devient une célébrité. Il passe de quelqu'un qui est anodin à quelqu'un. Même il y a des journalistes qui vont essayer d'avoir sa photo, qui vont mettre pour vendre leurs journaux. Donc on met la personne, on met l'accent sur la personne qui a commis le crime. On oublie le défunt, on oublie la victime et on oublie la famille de la victime. Donc ça peut augmenter la frustration. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà perdu, c'est une famille qui a subi une perte. Et malgré ça, après, il y a une mise au devant du criminel. Et ça concourt à la banalisation du crime. C'est-à-dire aujourd'hui, les médias participent de façon, je ne sais pas, inconsciente à la banalisation de certaines choses. Parce que les médias vont plus mettre au devant donc des phénomènes particuliers. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une éducation, les médias ont un rôle d'éducation par rapport à ces choses-là. D'accord. Alors, donc, la prise en charge d'une personne qui a perdu un être cher, ça devrait être le cas. Effectivement, ça entre dans le cadre des dédommagements dont j'ai parlé ultérieurement. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un est tué, un membre de sa famille qui a subi le traumatisme tombe malade, a une pathologie psychiatrique, fait dépression ou bien fait un truc particulier. C'est la famille qui est obligée de reprendre en charge encore. C'est des dépenses. C'est pourquoi je disais qu'il faudrait mettre en place un système qui puisse permettre de dédommager les victimes. D'accord. Docteur, on a constaté que lorsqu'on parle de criminalité, en général, les gens mettent l'accent sur l'éducation de base, le milieu et tout. Est-ce qu'en psychiatrie ou bien dans votre domaine, vous pensez que ces facteurs aussi peuvent influer sur le futur d'une personne qui devient un criminel? Effectivement, quand on se base sur le processus de maturation criminelle, l'environnement joue un rôle important. L'environnement joue un rôle important parce que ce que je vous ai dit, il y a un apprentissage du phénomène criminel. Cet apprentissage ne peut se faire qu'en contact du milieu criminel. C'est-à-dire l'acquisition des techniques criminelles passe par un apprentissage. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un don, c'est un apprentissage. Et cet apprentissage est fortement corrélé à l'environnement de la personne. Alors, tout à l'heure aussi, vous avez parlé de César Lombroso qui avait théorisé le criminel né, qui devait peut-être avoir un aspect tout à fait particulier. Est-ce que vous donnez un crédit à ce type de théorie? Non, cette théorie est battue en brèche, cette théorie n'est plus valable. Alors, vous, expert en profilage criminel, comment vous vous y prenez pour reconnaître le criminel? Alors, ça, c'est un aspect particulier de notre travail basé sur l'analyse de la scène des crimes. Donc, il y a un ensemble de faisceaux qu'on recueille durant l'enquête criminelle. Cet ensemble de faisceaux recoupés nous permet de donner le profil du criminel. On se base sur des outils qui sont utilisés par les grandes institutions d'investigation dont je tairai les noms, mais c'est des outils qui sont vérifiés et qui ont une validité scientifique.
sur lesquels nous nous basons pour donner le profil du criminel. Avec un degré de fiabilité à 100%? Vous savez, il n'y a jamais 100%, mais peut-être disons 99%. Docteur, alors, quelles recommandations vous faites, on va dire, à la population pour éviter que pareil phénomène donc, ne puisse se reproduire au Sénégal? Alors, vous savez, je vous parlais tantôt de nos outils de travail. Si je résume ces outils, ou bien si je sors un élément important de ces outils, c'est l'analyse temps-espace. C'est vraiment l'élément qui est à la base du phénomène criminel. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'un crime puisse être commis, il faut qu'il soit commis à un temps T et à un moment X, à un moment T et à un lieu X. Donc, pour prévenir ce phénomène criminel, on est obligé d'agir sur ces deux phénomènes, sur ces deux éléments, le temps et le lieu. Il faut savoir que aujourd'hui, en ce qui concerne le lieu et le temps, il faudrait s'assurer de mettre une sécurité. Aujourd'hui, l'élément, je le disais hier à un de vos confrères, l'élément le mieux partagé, je pense, au niveau de la population sénégalaise, c'est que la sécurité, quand même, est défaillante. Aujourd'hui, combien de fois on vous raconte des histoires de quelqu'un qui sort une coupe au milieu de la rue pour agresser quelqu'un? Combien de fois on vous raconte des agressions dans des quartiers en milieu de journée? C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire l'analyse de ce phénomène criminel sans pourtant donner du crédit à ces éléments-là. Aujourd'hui, il faudrait agir sur la sécurité. C'est un élément important. Comment agir la sécurité? Il ne s'agit pas de... Il faut faire la différence entre un État policier et un État sécurisé. Il ne s'agit pas de faire descendre, comme disait quelqu'un, la police, la gendarmerie et l'armée dans toutes les ruelles de Dakar pour... non. Il s'agit de mettre en place un système qui puisse permettre de garantir la sécurité, qui puisse permettre à la police d'intervenir à un moment T. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que la police est assez outillée pour pouvoir intervenir? OK? Deuxièmement, dans toujours cet aspect de sécurité, si quelqu'un, malgré le fait que la sécurité soit assurée, est victime d'un viol, d'une agression, d'un vol ou bien d'un meurtre, que cette personne puisse avoir un système judiciaire qui puisse permettre de le dédommager à hauteur de la peine. Aujourd'hui, est-ce qu'au Sénégal, le système judiciaire permet de dédommager? C'est-à-dire, quand je parle en termes de dédommagement, ce n'est pas dédommagement seulement d'argent, c'est-à-dire même en termes de peine. Aujourd'hui, si un voleur vient voler chez vous, est-ce que si la police fait son travail, le prend, on le met dans le système judiciaire, on le juge, est-ce qu'il y a un système qui puisse permettre de lui donner la peine appropriée et de le garder en prison durant cette peine? Selon vous, c'est quoi cette peine appropriée? Mais ça, c'est aux juristes de le dire. Ce n'est pas mon travail, moi je ne suis pas juriste. Alors, du point de vue juridique, des peines ont été établies. Maintenant, quand vous dites que est-ce qu'il y a des peines appropriées, c'est pourquoi j'ai posé la question. Par exemple, combien de gens, combien de fois vous voyez quelqu'un qui commet une infraction, bien un délit, quelqu'un qui vole, on l'amène en prison, il fait 3 mois, il sort. Donc là, on parle de la défiance du système judiciaire. Non, je pense que je ne peux pas parler de défiance parce que je ne suis pas dans le système judiciaire. Mais je pense qu'il faudrait revoir le système judiciaire. OK? Il faut s'interroger sur la privation de liberté. C'est-à-dire comment se passe la privation de liberté au niveau de la population carcérale.
Et ça, moi, pour avoir fait quand même des stages au niveau de certaines maisons d'arrêt, mais ce n'est plus un secret. On sait qu'il y a une surpopulation. Comment faire maintenant pour pouvoir dégarnir ces maisons d'arrêt? Et comment faire pour que ces maisons d'arrêt ne soient pas des camps d'entraînement vers le banditisme? Parce que si on prend quelqu'un avec aujourd'hui un cornet de chanvre indien, un élève de la classe de terminale avec un cornet, un exemple tout bête que je donne, avec un cornet de chanvre indien, on le met un mois en prison. Mais qu'est-ce qu'il va apprendre en prison quand il va sortir? Alors justement, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que le fait de sanctionner une personne, de l'amener en prison, au sortir, cela ne pourrait pas peut-être l'inciter à vouloir se venger à nouveau contre cette société qui l'a puni? C'est-à-dire la récidive, la sanction entraîne en quelque sorte la récidive. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais est-ce que la personne qu'on a emprisonnée, la personne qu'on est en train de sanctionner, est-ce qu'elle comprend sa sanction? C'est la question que je me pose. Aujourd'hui, même quelqu'un qui a commis un crime, quelqu'un qui a tué, on le prend, on le juge, on le met en prison. Est-ce que lui, il a compris? Est-ce qu'il a la faculté de comprendre qu'on l'a mis en prison parce qu'il a commis quelque chose qui est répréhensible? Est-ce qu'en prison, il a le temps de penser à l'acte qu'il a commis? Et est-ce qu'au sortir de la prison, il sera un homme meilleur, entre guillemets? Alors, si malgré l'emprisonnement, la personne ne peut pas faire son introspection, alors là, je me demande c'est quoi la solution si c'est pas la peine de mort. Ça revient à la question première. Non, la question, c'est est-ce que le système lui permet, durant la période d'incarcération, de réfléchir à tout ça et de sortir en homme meilleur? Moi, c'est là la question que je me pose. Je ne me pose pas la question de la sortie, je me pose la question du séjour. Est-ce que, par exemple, si vous allez dans une salle qui est dans une prison prévue pour 5000 personnes, la prison reçoit 15 000 personnes, il y a une surpopulation carcérale. Donc vous pensez finalement que si la personne était mieux traitée en prison, elle pourrait peut-être mieux réfléchir à son acte? Il faudrait mieux organiser les prisons, je pense. D'accord. Docteur, c'est quoi votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est envoyer un cri de cœur vers les autorités. Quand je dis les autorités, c'est des autorités religieuses, des autorités étatiques, les autorités locales, vers une amélioration des conditions de sécurité des populations. Je pense qu'il faudrait aller vers un système qui puisse garantir la sécurité aux Sénégalais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui tue une autre personne pour une banale histoire de voiture ou bien une banale histoire d'argent qu'on lui doit, ou bien parce qu'il ne se sent pas en sécurité et il ne pense pas que le système judiciaire qui est mis en place puisse lui permettre, puisse le protéger. S'il était confiant de son système sécuritaire et confiant de son système judiciaire, il laisserait ces deux systèmes faire leur travail et il sera à la fin de ce processus, il rentrerait il serait dédommagé. Mais si aujourd'hui, moi, je prends tout bêtement quelqu'un qui me doit l'argent, qui me dit qu'il ne peut pas me payer, ou bien qui me scroque, qui me prend, si je ne le souhaite pas, si je suis l'objet aujourd'hui de escroquerie, est-ce que le système sécuritaire, police, gendarmerie, est-ce que le système judiciaire peut me permettre de rentrer dans mes fonds convenablement? Mais sinon, ça pose le problème de moi, ce que j'ai perdu. Même si la personne est emprisonnée, on l'emprisonne, on le sort. Après, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'aurais perdu ce que j'ai perdu. Aujourd'hui, si quelqu'un fait un détournement de biens publics,
Qu'est-ce qu'on a fait? On l'emprisonne, il sort, il devient milliardaire. Quel message nous envoyons à nos enfants? Aujourd'hui, quel message nous envoyons à la population qui est là, qui regarde ces éléments-là? Je pense qu'il faudrait mettre en place un système qui soit assez fiable, qui soit indépendant des autres types d'autorités, qui puisse permettre de faire ce système, que ce système puisse faire son travail convenablement pour assurer la sécurité. Autrement, nous allons vers une montée en puissance des phénomènes criminels. Alors, docteur Aboussi, la rédaction de l'ERL vous remercie de votre disponibilité. Alors, chers amis internautes, à très bientôt avec un autre invité de marque sur votre site préféré, l'ERL.net. Que se passe-t-il, madame? Mon mari me demande de pimenter notre vie. Pas sur le coin des femmes de l'ERL.net. Ça va être ça.